Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Il y a 490 ans eut lieu un étonnant mariage, celui de Catherine de Médicis, nièce du pape Clément VII, et Henri, fils cadet du roi de France, François Ier, le 28 octobre 1533. Étonnant pour notre époque, mais plutôt courant à leur époque. Le mariage de deux enfants âgés de 14 ans qui ne s'étaient vus pour la première fois la veille de leur mariage à l'occasion de leur fiançailles. Ils étaient fiancés, s'étaient embrassés, mais ne s'étaient encore jamais parlé. Et ces noces princières eurent lieu à Marseille, donnant l'occasion de fêtes tout aussi princières comme Marseille n'en avait jamais connu. La jeune fille y était arrivée en bateau le 11 octobre en compagnie de Jules de Médicis, son oncle, lequel était depuis 10 ans pape sous le nom de Clément VII. C'est lui qui avait négocié avec le roi de France le mariage de Catherine, héritière de la fortune des Médicis, et d'Henri, avec à la clé d'importants accords politiques et financiers. L'essentiel du texte aujourd'hui est emprunté au livre d'un bourgeois de Marseille ayant assisté à cette liesse, Honorat de Valbel, dont le titre est Honorat de Valbel, histoire journalière. Honorat nous raconte avec beaucoup de détails les préparatifs du mariage qui se déroulent sur plusieurs mois. Il nous apprend que le 12 août 1533, John Stuart, duc d'Albany, ancien régent d'Écosse de 1515 à 1524, et au service de François Ier quand il est contraint de quitter l'Écosse en 1524, arrive à Marseille et qui logea à la maison du commandeur des Templiers, Jean Boniface. Et qu'à son arrivée, le duc d'Albany, de grands honneurs lui firent rendus, aussi bien par les consuls que par les capitaines des galères, tels le baron, son frère Magdalon, le capitaine Janas, et d'une manière générale par beaucoup d'autres. C'est lui que le roi chargea de régler les dépenses nécessaires à la conduite des galères envoyées aux dépens du pape. Les détails des arrivées des seigneurs nombreux et l'occasion d'en apprendre un peu sur la ville en 1533. Le dimanche 17 août 1533 arriva Monseigneur Anne de Montmorency. Anne était un prénom mixte à l'époque. Grand maître de France. Le 31 juillet, François Ier avait conféré à Montmorency le commandement des galères et de l'armée de mer du Levant pendant l'entrevue du roi et du pape. On apprend un peu sur l'organisation de la ville. On aura l'occasion dans d'autres épisodes de parler des viguiers et des consuls. Honorat nous dit: À son arrivée, monsieur le viguier, les consuls et plusieurs notables lui rendirent de grands honneurs. De même que les capitaines des galères et, pour que ces honneurs soient de plus grands encore, 17 galères allèrent jusqu'à Reims où, à grand renfort d'artillerie, elles l'accueillirent triomphalement. Arrivé à Marseille, il se logea en sa maison qui était celle des frères Bernardin sur le quai. Sachez qu'avec lui, tout autant qu'avec monsieur le duc d'Albany, arrivèrent tant de seigneurs que la quasi-totalité de la ville fut embarrassée pour les loger. En outre, arrivèrent plusieurs charrettes chargées d'or et d'argent destinées à payer les soldats. Honorat décrit l'escadre qui part chercher le pape. Le mardi 26 août 1533, l'escadre partit. Elle se composait de 18 galères, d'un brigantin et d'une frégate, bien équipée de tout nécessaire. Pour les 18 frégates, 5 étaient à Montmorency, 6 sous les ordres du baron de Saint-Blancard, 2 lui appartenaient, 4 autres appartenaient au roi, 3 sous les ordres de Magdalon d'Ormezan, 1 à lui, 2 au roi, 2 sous les ordres du capitaine Janas, 1 à lui, 1 au roi, 1 à Christophe de Lubiano, 1 à Bernard d'Ormezan. Ces galères étaient montées par 12 000 hommes. De l'avis général, ils vont chercher le pape et doivent l'amener ici. Dieu leur permette de mener à bien cette mission qui apportera honneur et profit à la chrétienté et qui en a besoin. Sachez que, dès ce moment, on commença à édifier l'estrade proche de la place Neuve, destinée à accueillir le pape et le roi. La place Neuve est l'actuelle place Victor Gélu. Honorat nous parle ensuite de l'arrivée du roi. Le jeudi 28 août, monsieur le grand maître partit avec toute sa suite de seigneurs pour aller au-devant du roi et de la reine qui, d'après ce qu'on dit, doivent le retrouver à Avignon, d'où le roi doit venir à Marseille. Venir à Marseille, c'était l'occasion de séjourner dans d'autres villes au passage. Il insiste sur l'abondance de la cour qui accompagne le roi. Je vous dis en outre que la reine était auprès du roi avec Monseigneur le Dauphin, ses 2 frères Orléans et Angoulême, ses 2 filles Marguerite et Madeleine, et pour abréger tout le sang royal, et outre celui-ci, je ne crois pas qu'il soit demeuré en France un seigneur et que tout ne soit pas venu accompagner le roi. Précieux pour nous, Honorat rappelle le contexte guerrier dans lequel se trouve le pays. Ce mariage est un mariage politique, ne l'oublions pas. Le 11 septembre de la même année 1533, arrivèrent des nouvelles officielles disant que le capitaine André Doria, avec 15 galères, des nefs et des caracs, avait ravitaillé Coron, Dans le sud de la Messénie, en Grèce, qu'assiégeait le Grand Turc.
Tout en faisant ce ravitaillement, il avait enlevé aux Turcs 100 bombardes, tué beaucoup de monde, tant sur terre que sur mer, mis en fuite environ 60 galères et d'autres grands navires qui avaient envoyé le grand-duc. Pour couper court, Doria avait eu l'honneur et l'avantage de recouvrer les 2 nefs que l'escadre du Grand Turc lui avait prises, ce qui lui fit grand honneur. D'après ce qu'on écrit, ceux qui ont envoyé des nouvelles, Doria a pris 20 galères turques et 200 hommes, ce qui est une belle victoire. Honora cite le nom de 3 consuls alors au pouvoir. Au mois de septembre de la même année, les documents de la ville, qui depuis longtemps étaient rangés contre les murs des nouvelles archives, année par année, depuis l'an 1475 jusqu'à la présente année 1533, furent enlevés par les nouveaux consuls qu'on venait de désigner et qui s'appelaient le noble Jean Sépède, le seigneur Jean Ferlet et le troisième Marcelin Fantin. Et n'oublie pas de rappeler combien tout cela coûtera cher. Quoi qu'il en soit, on a fait réparer l'hôtel de ville qui est beau à voir. Ce sera magnifique et avec le temps profitable à la ville, car elle en avait bien besoin. Je vous assure qu'on y fait de grands frais, mais celui qui les a faits a beaucoup d'argent. On fait également beaucoup de frais pour la maison du roi. C'est le roi qui a tout ordonné et c'est Jacques Bonhomme qui paye tout. Je suppose qu'Honora veut dire par là que c'est le peuple marseillais qui paye. Jacques Bonhomme, au Moyen-Âge, c'est un surnom pour désigner les paysans rebelles, confère la jacquerie. Il précise. On oserait parler de la dépense que l'on fait à la Place Neuve. Selon l'estimation commune, elle dépassera 3000 écus, tant en maçonnerie qu'en charpente, plâtrerie et peinture. Je vous assure que c'est là un grand ouvrage. Les uns disent que l'on conservera, d'autres qu'on les détruira rapidement. La fin nous fera voir qui a raison. Mais moi, je dis que si devant la maison de Vassal et de ses voisins, la rue n'était pas si étroite, tout pourrait rester ainsi. Mais à mon avis, c'est ça qui le fera tout démolir. La ville n'a pas lésiné sur les transformations de la Place Neuve pour le confort du roi et du pape. Sachez que l'on fait communiquer par des ponts la maison qui appartenait aux frères Bernardin. Je pense que c'est de Bernardin de Bourg, commandant des galères, hospitalier de Saint-Jean dont il est mention. Et qui est maintenant celle du grand maître avec la maison de Jean Blancard. Sans doute la famille Blancard qui a donné le quartier de la Blancarde. À partir de cette maison, on établit un pont qui traverse la rue et va rejoindre la maison de Vassal où, de part et d'autre, on a ouvert des portes de telle sorte que pour aller de la Place Neuve au port de maison en maison, tout au moins du côté du quai. On a fermé toute la Place Neuve en laissant 2 portes, l'une au levant, l'autre au couchant, et toute l'ouverture extérieure de la place sera couverte avec des poutres et des planches pour qu'on puisse aller s'y promener tout autour. On a construit 2 escaliers à l'entrée de la place pour descendre et monter, et toute la largeur du quai sera couverte tout au long de la rue de Vassal. On a construit un pont sur le quai entre la maison de messire Jean Blancard et celle de Vassal. C'est par ce pont que doit monter le pape lorsqu'il arrivera, et descendre des galères. Ce pont s'avance loin dans la mer, il a été construit de pierre, de chaux et de sable, et sur la terre comme sur le port, il est couvert de planches. Honora poursuit avec l'accueil des autres participants. Le lundi 22 septembre, le cardinal de Bourbon arrive ici et on le logea dans la maison de Jean Arvilleux, près du puits qu'on appelle la fontaine judaïque. Sûrement la fontaine réservée aux Juifs qui a été située entre l'église Saint-Martin et la Grand-Rue. Le mardi 23 arriva monsieur le grand chancelier de France, qui était cardinal et légat de France. Antoine Duprat à cette époque. À son arrivée, on lui rendit de grand honneur, autant avec l'artillerie du grand terre-plein qu'avec les pièces qui furent placées sur la porte royale. Plusieurs personnes de qualité allèrent à sa rencontre. On le logea dans la maison des héritiers du patron Servian et l'on construisit un pont par lequel le chancelier quittera la maison de Servian et entrera aux Augustins sans passer par la rue. Ce jour-là arrivèrent madame la grande maîtresse, Madeleine de Savoie, épouse de Montmorency, et madame la grande maréchale, Diane de Poitiers. accompagnée de plusieurs dames. Honora montre bien le caractère exceptionnel de cet événement en parlant des chevaux. Il n'eut prince dans la chrétienté, tant qu'ecclésiastique séculier, qui n'y envoya son ambassadeur ou n'y vint personnellement.
Il remplissait tout Marseille. Les rez-de-chaussée et les boutiques étaient transformés en écuries. En outre, le roi avait donné des ordres aux habitants de sorte que tous les villages proches ou éloignés de Marseille étaient encombrés par les chevaux des seigneurs. Jamais on n'en avait vu un tel nombre. On aura dû loger également un de ces seigneurs. Le mercredi 24 septembre arriva à Marseille le marquis de Salus. On l'envoya chez moi et pour le loger avec sa suite. Il fallut percer la chambre et établir le garde-robe dans la chambre du compère Jomé Montavant. Ils firent leur cuisine dans la maison de Claudin Bellé, de sorte qu'ils encombraient partout. Le marquis dormait dans ma chambre et mangeait dans ma salle, où je vous assure que sa suite était si importante que tout à la cour, il n'y avait point sa pareille. Honora poursuit avec ses arrivées de dignitaires. Le vendredi 26 septembre, Madame de Vendôme, Françoise d'Alençon, que Charles de Bourbon avait épousé le 18 mai 1513, arriva fort bien accompagnée de demoiselles avec 4 carrosses. On la logea dans la maison de Jean Hus, et M. de Vendôme, qui était arrivé longtemps avant, fut logé à la maison des héritiers de Messire Renaud Altovito, qui est près du puits de la Fontaine judaïque. Honora nous détaille le parcours du roi. Pour en revenir à la venue du pape et à celle du roi, sachez que ce dernier vint de Paris à Lyon, où il demeura quelque temps avec la reine, ses 3 fils, ses 2 filles et la plupart des seigneurs de France. Il décida ensuite d'aller à Notre-Dame-du-Puy, et de là il reprit la route et se rendit à Toulouse, d'où il repartit à travers le Languedoc, de ville en ville et de château en château, jusqu'à Nîmes, d'où il vint à Avignon, où il retrouva la reine et ses enfants venus par le Rhône. Ils y restèrent plusieurs jours, puis le roi repartit avec toute sa suite. Il passa à la Durance et vint à Arles, où il passa plusieurs jours, puis il s'en vint à Martigues et de château en château jusqu'à Marignane, où il résida 9 jours au château. Il reprit la route et alla loger à Gardanne, et de là à Traits, puis à Sainte-Baume. Il revint par Auriol, d'où il alla dormir à Aubagne, et le mercredi 8 octobre 1533, il dîna dans son jardin près de Marseille. Après le dîner, il quitta le jardin avec ses 3 fils et ses filles. Il monta sur un bateau plat qui était venu charger du foin et débarqua près de la maison de messire Jean Blancard. Il monta ensuite à la maison, ou plutôt le palais, qu'on avait fait préparer pour le pape sur la place Neuve, encore plus magnifique qu'on ne saurait le dire, et de là, de maison en maison, il alla jusqu'à la sienne, près de la loge. Il descendit ensuite avec ses 3 fils et plusieurs seigneurs, tels que le cardinal de Lorraine, le seigneur de Marette, et plusieurs autres ainsi que des dames, et puis il s'embarqua et alla voir la forteresse d'If. Il revint ensuite coucher à Marseille, et le lendemain, le jeudi 9 octobre, après le dîner, il monta à cheval et retourna au bagne où la reine l'attendait. On ne saurait parler de tous les seigneurs de sa suite, car il serait trop long à nommer. Puis, l'arrivée du pape. Le samedi 11 octobre, le pape arriva à Marseille vers 8 heures du matin sur la galère de monsieur le grand-maître qui était ornée, en particulier, d'un auvent de brocart d'une telle richesse qu'on ne saurait dire plus. La tente était de damas rouge, vert et jaune, et tous les marins et la chiourme étaient habillés de damas rouge, vert et jaune. Les bannières de la galère étaient brodées de somptueuses fleurs de lys en soie d'un grand prix. Quant à l'artillerie qui tira, aussi bien de cette galère que des autres ainsi que de la ville, on ne saurait parler car, à la voir et l'entendre, on ne serait cru au paradis. Lorsque la galère fut au milieu du port, on vit venir une frégate, ou plutôt une sapine, pour prendre le pape. Celle-ci était couverte de damas, avec en son milieu une somptueuse tente. Le pape devait y pénétrer, mais il eut plus de s'asseoir à côté, et quand il eut descendu de la galère sur cette sapine, elle se mit en route et vint le débarquer, au jardin du roi, où se trouvait le légat d'Avignon, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine, ainsi que celui de Gramont. 2 autres cardinaux italiens et plusieurs archevêques, évêques et abbés, tant français qu'italiens, avec de grands seigneurs de la cour qui lui souhaitèrent la bienvenue. C'est dans ce jardin qu'il dîna. Des trompettes, des clairons, des hautbois et de tous les autres instruments dont il jouait, on ne saurait rien dire. On se serait cru au paradis terrestre. Les 18 galères qui étaient allées le chercher, comme vous l'avez appris déjà, s'en retournèrent tout en parfait état. Avec elles, il y en avait 4 de Rhodes qui les avaient accompagnés, ainsi que 9 galères espagnoles qui les escortèrent jusqu'aux îles. Honora nous donne tant de détails que ce serait dommage de ne pas le citer. Sachez que de l'après-midi, le pape se rendit à Saint-Victor, où il soupa et dormit, et le lendemain, le dimanche 12 octobre, il fit son entrée à Marseille. Il revint au jardin du roi, d'où il s'embarqua sur la sapine qu'il avait amenée à terre avec les 2 fils du roi, c'est-à-dire messieurs d'Orléans et d'Angoulême. Cette sapine était couverte de brocart de velours, elle était surmontée d'une haute tente, elle fit route vers Marseille pour qu'il fasse son entrée. On ne saurait décrire la somptuosité du cortège des cardinaux et des autres prélats, archevêques, évêques et abbés, ainsi que des gentilshommes de la cour et de tout le royaume.
Ainsi accompagné, il vint débarquer à la première palissade, la plus proche des Augustins. Sachez qu'au bas de la maison des héritiers d'Antoine Albertas, à l'angle de la palissade vers le levant, le pape avait préparé le Corpus Domini avec tant de grandeur et d'authenticité qu'on en peut parler davantage. Les Albertas, d'origine italienne, s'installèrent à Marseille et se lancèrent dans le négoce maritime en Méditerranée. Grâce aux arrêts royaux autorisant dans les grands ports maritimes la noblesse à faire commerce, sans déroger, ils développent leur affaire au XVe siècle dans le commerce des épices puis du corail avec la fameuse compagnie du corail au XVIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ils occupent les plus hautes fonctions de la ville de Marseille, consul, premier consul, et représentent à plusieurs reprises les intérêts de la noblesse provençale auprès du roi. Je ne peux m'empêcher de rapprocher cette visite papale de celle de 2023. Honorat ajoute. C'est là que descendit le pape, tenant par la main les deux fils du roi, Orléans et Angoulême, et une fois à terre, il prit le Corpus Domini, qui fut placé sur une blanche acquedée et couverte de drap d'or, dans un encensoir surmonté, selon la coutume, d'une croix d'or et précédé de la clochette. Il se mit en route pour le porter à la Major, qui était la principale église de la ville. Les ordres religieux, observantins, carmes, augustins, prêcheurs, marchaient en tête selon l'usage, puis venaient les paroissiens de Saint-Martin, suivis de tous les autres, les moines de Saint-Victor, portant son buste avec chacun en main un reliquaire. Venaient ensuite les messieurs de la Major, puis le Corpus Domini, entouré par les gardes du roi, portant chacun une torche de 4 livres, puis notre Saint-Père, le pape, porté par ses estaffiers sur une chaise de velours rouge, la tête sous un dais de brocart, porté par les principaux seigneurs, et de moment en moment, il donnait la bénédiction à la foule. Devant le pape marchaient tous les nombreux gentilshommes de la cour, ainsi que les 14 cardinaux, les archevêques, les évêques et les abbés, au nombre d'environ 50 ou 60. Les cubiculaires, Chambellan du pape, et les massiers, les soldats armés du nomas, précédaient le pape. À ses côtés s'avançait M. d'Orléans et son frère d'Angoulême, avec tout le restant de la cour, celle du roi aussi bien que celle du pape, tout en bon ordre, avec dévotion, s'enfurent à la Major, où ils portèrent le Corpus Domini et dirent les vêpres. Après vêpres, le pape, avec la plus grande partie de ceux qui l'accompagnaient, quitta la Major et vint à son nouveau palais de la Place Neuve où il logea. Même si les maisons citées ne sont pas forcément connues, nous avons une bonne idée du parcours. Pour vous dire par quelle rue passèrent le pape et le Corpus Domini, sachez que le pape et tous ceux qui l'accompagnaient partirent du carrefour situé entre la maison de Madame Madeleine. Madeleine l'Artisuti se distingue au siège de 1536 car elle paya de ses deniers les équipages des galères et leur fournit tout ce dont ils avaient besoin, boulets, canons, bannières, jusqu'aux savates de la Churme. Le siège finit, généreuse jusqu'au sacrifice, elle ne voulut pas être remboursée de ses avances. Et celle des héritiers d'Antoine d'Albertas, devant la porte de maître Jean Pélissard, la ville fut placée sur un pilier, une salamandre qui crachait du feu par ses 2 yeux. La procession passa au carrefour de Bigarde, puis à celui de Massatel, devant la maison d'André Manet et devant Saint-Jaume. L'église Saint-Jaume, entre la rue Draperie inférieure, Coutellerie, et la rue droite, Grand Rue. Aujourd'hui, une impasse Saint-Jaume donne sur la rue Coutellerie. Ici, le nom désigne la première école communale de Marseille. Puis le long de la rue droite, vers les Accoules. À partir de là, et jusqu'à la Major, tout était orné comme le jour du Corpus Domini. Au retour, le pape passa par la rue des Chargeurs. La rue de Change, c'est-à-dire la rue de la Loge, qu'on appelait aussi rue de la Draperie et rue de l'Épicerie, car elle était la plus commerçante et la plus riche de la ville. Et tout était fermé selon la coutume. Puis l'arrivée du roi François Ier. Le lundi 13 octobre 1533 à 3 heures de l'après-midi, le roi fit son entrée. De Vidôme, aucun n'eut plus de magnificence à cause de la présence des pairs de France. J'en ai moi-même compté 10 qui portaient l'ordre et, parmi eux, M. de Vendôme et le comte de Saint-Paul, M. le grand-maître, M. de Brion, l'amiral, le seigneur Renzo, le marquis de Lorraine, fils du duc, le comte de Nevers, le marquis de Salus,
Pour abréger, ainsi que chacun peut le penser, toute la fleur de France était là, car, pour lui faire honneur, chacun s'était efforcé d'y venir. Dans ce défilé se trouvaient aussi 16 cardinaux. Je nommerai ceux dont je pu savoir les noms. D'abord le légat d'Avignon, le grand chancelier de France, le cardinal de Gramont, le cardinal de Lorraine, le cardinal de Bourbon, le cardinal Sanseverino, le cardinal de Médicis, le cardinal de Tournon, le cardinal dit des Quatre Saints, le cardinal de Trivulus, le cardinal Abservantin, fils dit de Sainte-Croix, le cardinal Salviati, le cardinal vénitien Crevello, et le cardinal Ridolfi. Le roi fit son entrée entre les cardinaux Ridolfi et Salvati. Honorat termine la description du parcours. Par cette entrée, il était précédé d'un grand nombre de gentilshommes, à leur suite défilaient, en bon ordre, sa garde, puis les archers, tout couverts d'orfèvrerie, suivi de 12 gentilshommes, la hache à la main, en belle ordonnance. Le roi venait après, entre deux cardinaux, suivi en plus de ses deux enfants Orléans et Angoulême, par plusieurs seigneurs tels le marquis de Salus et plusieurs autres. Ainsi accompagné, il descendit la place Neuve, au palais qu'on avait construit pour le pape, et quand il y fut, il monta à la salle et vint faire l'acte d'obédience accoutumé qui consiste à baiser les pieds du pape. Celui-ci le releva, puis eurent un entretien et restèrent un bon moment à parler ensemble. Le roi s'enfuit ensuite en son logis et le pape demeura dans son palais. Honorat décrit ensuite l'arrivée de la reine le jour suivant. Le mardi 14 octobre, on fit proclamer de fermer les boutiques pour que chacun se prépare à aller à la rencontre de la reine qui venait de la bastide de Monsieur le Maître près de Sainte-Marguerite et pour ordonner au capitaine de la ville de disposer de les gens en ordre, ce qui fut fait, et tous vinrent à sa rencontre. Ainsi firent les consuls, l'assesseur et plusieurs notables de la ville qui les accompagnaient, ce qui offrait un beau spectacle. Les gentilshommes de la cour en étaient aussi, de sorte qu'il n'en resta aucune personnalité de qualité qui n'alla à sa rencontre, comme le veut la règle. Madame de Vendôme, Madame de la Grande Maîtresse, Madame l'Amiral, et tous les dames qui accompagnaient montèrent, qui dans les carrosses, qui sur des haquenets ou des mules, et elles allèrent à la rencontre comme le voulait l'étiquette. Vers les 3 heures, la reine et monsieur le dauphin arrivèrent à Marseille et firent leur entrée par la porte royale, car c'est à partir de là qu'on avait commencé à couvrir la rue, et qu'ils étaient ainsi jusqu'à la loge, c'est-à-dire à la maison du roi. Quant à la manière dont se déroule cette entrée, sachez qu'en tête marchaient les consuls et les assesseurs tous habillés de velours noir, avec leurs chaperons de velours pair, ce qui était beau à voir. Habillés avec un luxe inouï, les gentilshommes de la cour les suivaient et derrière eux marchaient en bon ordre un grand nombre d'archers avec leurs hoquetons d'orfèvrerie. Honorat poursuit cette arrivée parfaitement orchestrée. Après les archers venaient les gardes du roi qui étaient des Suisses fort gaillards. Puis 200 gentilshommes avec des robes de velours marchant 4 par 4, chacun ayant en main sa hache d'armes, ce qui, je vous l'assure, était fort beau à voir. Venant ensuite le sang royal, tel M. de Vendôme, M. de Saint-Paul, le comte Claude, sénéchal, le marquis de Lorraine, le comte de Nevers, le marquis de Rotelin, l'amiral, c'est-à-dire M. de Brion, le seigneur Renzo, M. de Barbezieux, presque tous à bord, l'ordre, c'est-à-dire les coquilles de Saint-Michel. Après les seigneurs de sang royal venaient 8 cardinaux qui précédaient la reine et 2 qui marchaient à ses côtés, dont l'un était le cardinal de Lorraine et l'autre le cardinal de Bourbon, le cardinal de Trivulus, le cardinal des Quatre Saints, le cardinal de Saint-Séverin, le cardinal de Médicis, le cardinal de Tournon, le cardinal Salviati, le cardinal de Sainte-Croix précédait la reine qui accompagnait monsieur le dauphin, chevauchant à ses côtés de son char de triomphe. Nous pouvons rendre grâce à ce bourgeois marseillais pour la force de ces détails. Madame Madeleine, première fille du roi, était avec la reine et, derrière elle, chevauchaient côte à côte monsieur le grand maître, monsieur de Barbezieux et plusieurs autres seigneurs. Après la reine et dans d'autres carrosses, s'avançaient madame de Vendôme et Marguerite, une fille du roi. Venaient ensuite 2 carrosses recouverts de draps d'or, transportant plusieurs dames et filles de grands seigneurs. Après ces 4 carrosses venaient environ 30 demoiselles montées sur des somptueux haquenets, si richement revêtues, les dames aussi bien que les haquenets, que c'était une chose incroyable pour quiconque ne l'avait pas vu. Ainsi formé, le cortège alla descendre à la maison du roi, au milieu des salves que lui offrit la ville à partir de la porte royale, aussi bien que celle des escopetiers communaux qui précédaient la reine avec les 4 enseignes de la ville, les 4 capitaines et leurs belles et nombreuses compagnies qui faisaient plaisir à voir. Et la future mariée dans tout ça. Le jeudi 23 octobre, vers 4 heures de l'après-midi, arriva la duchesse d'Urbain. Il est impossible de décrire l'accueil triomphal que lui fit le roi, car il ne fut si grand seigneur qu'il n'alla à sa rencontre. Elle avait dîné à Aubagne et monté une haquenée rousse toute couverte de brocart. De ses vêtements, on ne saurait rien dire tant ils étaient somptueux.
et elle faisait conduire par la bride 6 acquenets sans hommes, ni femmes dessus, toutes couvertes de velours rouge. Et l'une d'entre elles, d'un brocart si magnifique qu'on n'en peut dire davantage, accompagnant la duchesse venaient 12 demoiselles sur des acquenets fort luxueuses. La garde du roi et du pape les entourait, ce qui constituait un plaisir pour les yeux. Venait ensuite un carrosse couvert de velours noir, et les chevaux qui la traînaient étaient montés par 2 pages fort luxueusement habillés. Les pages du cardinal de Médicis étaient montés sur de gros coursiers, si richement vêtus, eux et leurs chevaux, que c'en était incroyable. Ce sont les clés de Saint-Pierre qui payent tout. La duchesse venait de Nice, car nos galères l'avaient débarqué là-bas de leur premier voyage, puis elles étaient allées chercher le pape. Avec tout ce faste, ces jours de liesse, on oublierait presque qu'il y a un mariage à célébrer. Le mardi 28 octobre de la même année, Monseigneur le duc d'Orléans, second fils de France, épousa la duchesse d'Urbain selon le cérémonial que vous allez entendre. Le matin de ce jour, vers 11h ou 12h, Monsieur le Dauphin et Monsieur d'Orléans quittèrent leur logis de la maison du roi et vinrent retrouver notre Saint-Père, le pape Clément, qui était logé dans l'ancienne maison des frères Bernardins, attenante à son palais. Monsieur le Dauphin et Monsieur d'Orléans étaient accompagnés de plusieurs seigneurs de la cour, tels Monsieur de Vendôme, Monsieur de Saint-Paul, Monsieur le Grand Maître et plusieurs autres grands seigneurs. Le roi venait après eux, habillé de satin blanc, et sa robe entièrement brodée d'or, de perles et de pierres précieuses était d'une somptuosité impossible à décrire. Il conduisait l'épousée, c'est-à-dire la duchesse, vêtue d'une robe de brocart et d'un corselet d'hermine tout couvert de perles et de pierres précieuses. Elle portait sur sa tête une coiffe de broderie garnie de superbes pierres précieuses, si riche qu'on n'en peut dire plus, et la plus somptueuse des couronnes ducales. Le roi la conduisait par le bras, en grande pompe et magnifiquement. La reine venait après, pareillement habillée de brocart, avec des perles, des diamants et toutes sortes de pierres précieuses si magnifiques qu'on ne le peut décrire. Toutes les dames de la cour la suivaient, somptueusement parées, et avec elles tous les princes, c'est-à-dire le sang royal, arborant tous l'ordre, et je vous assure que c'était là un triomphal spectacle. Honora expédie la cérémonie en elle-même, s'attardant sur la ville, se ressentit. De maison en maison, ils allèrent ainsi de la maison du roi jusque dans le palais du pape, et lorsqu'ils y furent rangés, celui-ci maria le duc d'Orléans et la duchesse, et cela fait, le cardinal Salviati chanta la messe. Tout cela se fit dans la chapelle papale du palais que le roi avait fait dresser sur la place Neuve. Cela fait, les galères tirèrent une incroyable quantité de salves d'artillerie. En outre, avant qu'il se marie, le roi arma chevalier le duc d'Orléans. Tout cela achevé, chacun se retira en son logis. On ne saurait rien dire des instruments, trompettes, ainsi bien que hautbois, des musiciens et des chants de toutes sortes. La mélodie en était fort belle et elle dura tout le jour. Cette nuit-là, le duc d'Orléans et la duchesse d'Urbain dormirent ensemble. Honora ne nous raconte pas cette nuit de noces, cela ne se fait pas. Mais on sait très bien que le roi resta présent dans la chambre des mariés pour s'assurer, comme il est coutume, de la consommation du mariage. 14 ans, italienne, ne parlant pas un mot de français, fiancée la veille à un gamin de 14 ans, rencontré le même jour et obligé de coucher en public, bienvenue au royaume de France. Le lendemain, c'est au tour du pape de venir dans la chambre des mariés pour constater que tout va bien, Catherine n'est plus répudiable. Honora de Valbelle nous raconte les jours qui suivent, avec de nombreuses liesses, messes, puis le départ. Le vendredi 14 novembre 1533, le matin entre 7h et 8h, le roi partit avec toute son imposante suite. À ce que l'on dit, il s'en va à Salon. Le même jour, et à la même heure, partit le marquis de Saluces qui avait habité 7 semaines chez moi. Le samedi 15 novembre, mourut le comte de Genève, frère du duc de Savoie, duc de Nemours par sa femme, héritière du duché. Il était venu aux noces de la duchesse d'Urbain pour accompagner le roi et il mourut dans la maison du chanoine Bruni à la Major où il était logé. On l'ensevelit à la Major, Dieu lui fasse miséricorde. Il est à noter que plusieurs évêques et gentilshommes, aussi bien que de ceux qui étaient venus avec le pape que de ceux qui accompagnaient le roi, moururent à Marseille, non de la peste, mais de certaines fièvres qui y circulaient.
Une grande dame mourut dans la maison du roi en fut ensevelie au prêcheur. On lui rendit de grands honneurs. Elle s'appelait Madame d'Entrevennes et c'était la fille de monsieur le grand maître, dit du Boissy. Dieu lui fasse miséricorde. Le lundi 24 novembre, veille de Sainte Catherine, la reine partit avec toute sa maison. Elle allait sur une litière entre deux haquenets, triomphalement accompagnée de dames et de demoiselles qui allaient soit en carrosse, soit à cheval sur des haquenets. On dit qu'elle va dormir à Bouc et que le lendemain, jour de Sainte Catherine, elle fera son entrée dans la ville d'Aix. Comme plusieurs pourraient s'étonner qu'elle ait tant tardé à partir après le roi, sachez qu'elle fut malade et d'une telle sorte qu'on attendait plutôt la mort que la vie. Mais telle fut la volonté de Dieu que, moyennant de bons remèdes et de traitements, et aussi parce que ce n'était point son heure, elle eut un nouveau sursis. Les derniers effets de ce mariage se font sentir au mois de décembre 1533. Il aura modifié l'aspect de la ville d'août à décembre 1533. Le vendredi 5 décembre 1533 arrivèrent nos galères qui avaient transporté le pape, comme vous l'avez appris ci-dessus, et lorsque, à leur arrivée, on leur demande comment ils avaient supporté le voyage, ils répondirent qu'ils l'avaient bien supporté et qu'ils avaient débarqué avec ses cardinaux à la Spezia. Lors de son départ, le pape avait donné sa bénédiction à toute l'escadre et en outre, il avait offert 4 diamants de grande valeur, un au comte Claude, sénéchal de Provence et amiral de la mer, un autre au baron de Saint-Blancard, un troisième au capitaine Christophe dit Monsieur le Maître, qui avait la charge des galères, et le dernier au capitaine Macalon, frère du baron de Saint-Blancard. Ceci fait, il prit la route de Rome. Dieu le conduise. Les 4 galères qui appartenaient aux hospitaliers s'en allèrent à Almate. Le mardi 9 décembre, on commença à détruire le palais du pape qu'on avait construit à la place Neuve, comme vous l'avez appris ci-dessus. C'est monsieur le maître Christophe qui le fit abattre avec mon beau-frère Jean Sépède. Ils firent porter tout le bois au jardin du roi, ainsi que toutes les pierres, les tuiles, et plus généralement tous les décombres. Avec les pierres, ils firent bâtir la voûte du carillon, et l'on fit un hangar bien fermé où l'on mit toute cette boiserie. Ainsi se termine ce long épisode sur le mariage de Catherine de Médicis à Marseille. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, merci à vous, et à bientôt sur le podcast Histoire de Marseille.